Alors, bonjour à tous, c'est encore moi, Madame Julie, le clown pédagogue du Québec. Alors, aujourd'hui, vous avez remarqué que je me suis habillée en noir. C'est rare, d'habitude, je mets toujours des choses avec des couleurs, mais aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet particulier. Euh, j'ai décidé, en tant que pédagogue, de vous parler de sujets qu'on n'osait pas nécessairement aborder, des sujets tabous, euh, des sujets qui font pleurer, des sujets qui font réfléchir, euh, parce que même avec un nez de clown, euh, des fois, il y a des choses tristes dans la vie, puis il y a des choses qui méritent d'être comprises, d'être enseignées et d'être compris par les êtres humains. Alors, je suis pédagogue d'approche humaniste et psychodynamique et il y a certaines théories du développement de l'enfant que j'aimerais élaborer avec vous. De plus, j'aimerais que vous fassiez avec moi des pressions au niveau du gouvernement pour leur expliquer que, avec mes formations et ma qualification, je crois être assez qualifiée pour donner tous les cours de psychologie du développement de mon programme. Parce que même encore, avec toutes mes qualifications, il faut un doctorat en psychologie pour enseigner les cours de développement au DEC en éducation à l'enfance. Et j'aimerais beaucoup que le programme cours de deuxième cycle en psychologie avec euh, les diplômes que j'ai faits puisse me permettre d'être reconnue et de devenir aussi des diplômes qualifiés pour l'enseignement du développement de la petite enfance. Le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet qui touche un peu tout le monde, la mort. Bon, la mort. Qui a envie de parler de la mort? Quoi dire aux enfants comme éducateurs en petite enfance? Oh là 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 là, mais quel sujet, Madame Julie! Pourquoi vous voulez parler de la mort? Bon, la mort fait partie de la vie. La mort est quelque chose d'inévitable. La mort est quelque chose que j'aurais mieux aimé pas devoir expliquer. En fait, j'aimerais beaucoup mieux que la mort n'existe pas. En tant que clown pédagogue, je vais aussi faire des revendications à l'au-delà pour leur expliquer pourquoi je voudrais qu'on ait tous la vie éternelle, mais bref, c'est une autre histoire. En ce qui concerne l'histoire de la mort, quoi dire aux enfants? Nous, les éducateurs qualifiés, professionnels de la petite enfance. Alors, on raconte quoi? Euh, J'aimerais qu'on en parle parce que on entend souvent parler des 5 étapes du deuil. En fait, il y a plusieurs spécialistes du développement qui ont parlé du deuil dans la vie, mais euh, l'idée là-dedans, c'est que nous, on est des spécialistes de la petite enfance. OK? Et nous, qu'est-ce qu'on doit dire aux parents? Bon, aux enfants. Qui s'occupe des enfants au Québec? Ben, c'est les parents. Alors, les parents sont les premiers responsables de leurs enfants. Et en théorie, il y a une compétence de notre vrai programme d'études. La compétence, elle s'appelle 019H. Et cette compétence de notre programme d'études en technique d'éducation à l'enfance, elle nous dit établir une relation de partenariat avec les parents et les personnes ressources. Alors, nous, notre travail, ce n'est pas de remettre en question les compétences parentales des parents. Nous, notre rôle, c'est de soutenir le développement de l'enfant et de s'assurer qu'il soit en santé et en sécurité. C'est
ça notre travail est veiller aux soins de base des enfants. Et aussi de veiller à leur éducation dans les 4 domaines de dimension, de sphère du développement de l'enfant. OK, jusque-là, c'est pas si pire. Alors, est-ce qu'il faut remettre l'autorité en question? Non. Et la mort, elle relève donc de qui? L'explication de la mort, elle relève des parents. Ce sont les parents qui doivent s'occuper d'expliquer selon quoi? Selon leur culture, selon leurs croyances, selon leurs valeurs et selon leur spiritualité et on pourrait dire l'intelligence spirituelle. Selon leur histoire à eux, pas à toi comme éducateur. Toi, tes croyances, ta culture, tes valeurs, ton intelligence spirituelle, ben, ils comptent dans ta vie à toi, avec tes propres enfants, ton mari, ta femme ou n'importe qui vit avec toi. OK? Et nous devons avoir un respect de cette histoire-là de chaque famille. Alors, il faut qu'on ait un bon partenariat, une bonne collaboration, une bonne communication, beaucoup de respect et beaucoup d'ouverture. Tant et aussi longtemps que la culture, les croyances, les valeurs, la spiritualité, l'intelligence spirituelle et l'histoire des parents ne vient pas porter atteinte à l'enfant au niveau de sa santé et de sa sécurité, et là je parle de santé physique, de santé mentale et psychologique et de santé sociale et affective, tant que ça c'est pas remis en question. Vous devez dire exactement la même chose que le parent vous dit de dire à l'enfant. Vous ne pouvez pas vous mettre à parler d'une autre culture, d'une autre croyance, d'autres valeurs ou d'autres spiritualités ou d'autres histoires que celle que le parent a racontée à l'enfant. Il s'agit de son histoire. Et ça, c'est sacré. Et je voulais m'excuser au nom de mes ancêtres d'avoir été aussi cruel et barbare avec tous nos immigrants. Je voulais aussi vous dire que je suis une nouvelle génération et que ce n'est pas moi qui a fait ça. Et moi, petite Claude pédagogue, j'ai des amis qui viennent de toutes les cultures du monde, de toutes les religions, qui ont un bagage culturel riche et qui sont des Québécois dans leur cœur. Ils ont été avec moi sur les bancs d'école et c'est mes amis. Alors, j'aimerais que pour une fois, on arrête les guerres culturelles, les guerres de religion, les guerres de croyances pour qu'on puisse bâtir un Québec meilleur, respectueux et tolérant et bienveillant envers toutes ces cultures qui forment la richesse. Je crois en l'approche multiculturelle. Je crois que toutes ces cultures forment un Québec plus fort et plus riche et qu'on doit prendre toutes ces connaissances pour rayonner partout à travers le monde. Parce que oui, j'y crois. J'y crois en cette force de toute cette culture-là, en la beauté du peuple québécois. Et je suis fière d'être une clown québécoise, pédagogue qui aspire à devenir un docteur clown. Alors,
et ça de tout mon cœur. Euh, et c'est la base de la sociologie et j'y crois très très fort. Je salue aussi tous les enseignants du deuxième cycle en sociologie qui font un travail incroyable pour sensibiliser euh, les étudiants aux dures réalités malheureuses de notre peuple, de notre nation, euh, de nos nations même, je pourrais vous dire. Voilà, voilà. Alors, tant que ça, c'est pas mis en question, OK? On dit aux enfants qu'est-ce que les parents nous disent de dire. Alors, je sais pas, moi, si je dis ça comme ça, mais si le parent dit que quand on meurt, ben c'est le dieu du soleil. Et le dieu du soleil, il va te protéger et il va être bien avec toi. Et ben, il dit que c'est le dieu, c'est tes parents qui t'ont dit ça. Puis tes parents, ils te disent qu'est-ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est ça que tu dois dire. Qu'est-ce que tes parents t'ont raconté? Qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Ils m'ont raconté que c'était le paradis. Ils m'ont raconté que c'était Allah. Ils m'ont raconté que c'était Bouddha. Ils m'ont raconté que c'était le dieu du vent. Ils m'ont raconté que c'était... Ils t'ont raconté une histoire. Mais c'est ton histoire. Elle est importante, cette histoire-là, pour moi. J'aimerais que tu me la racontes. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté, tes parents? C'est intéressant. Il est gentil avec toi, cette personne-là. Elle t'aide dans la vie. Oui. Alors, c'est bon pour toi. Si tes parents te disent que c'est bon pour toi et qu'ils le pensent vraiment, alors c'est bon pour toi. Par contre, s'il y a un abus, et si vous voyez qu'il y a de l'abus, que c'est de l'autorité, OK? Que vraiment, c'est pas des valeurs positives. C'est pas un Dieu soleil gentil. On parle de choses vraiment méchantes. Euh, on- si l'enfant, vous voyez que ce qui est raconté pourrait porter atteinte, hein, à sa santé physique, je l'ai dit tantôt, mentale ou sociale affective, là, on doit aviser. Bien sûr, on est des intervenants de première ligne. On doit faire des déclarations aux autorités, au DPJ. Et ça, c'est une obligation. C'est notre devoir en tant qu'intervenant de première ligne. Alors ça, dans une autre capsule, je vous montrer comment faire un signalement. Et il faut aussi savoir qu'il y a des remaniements à faire au niveau du DPJ. Il y a beaucoup de bureaucratie là aussi. Et s'il y a trop de bureaucratie, il y a trop de gens qui dirigent, alors à un moment donné, on va se perdre. Il faut revoir ça. Et ça, j'en parlerai dans une autre capsule. Alors, on doit quoi? Première chose, se baser sur les parents pour être en partenariat avec eux. Ça ne concerne pas qui nous sommes, nous. Et nous, on est des fiers représentants de l'État. Donc, nous, on ne doit pas influencer aucun enfant dans notre religion personnelle, dans notre propre culture, dans nos propres croyances, dans nos propres valeurs. Nous, on les a, c'est à nous. Et ensuite, ce qu'on dit à l'enfant, c'est quoi? C'est ça, c'est les valeurs de tes parents, de ta famille, et je les reconnais. Tant ou aussi longtemps que ces valeurs-là sont bonnes pour toi. On appelle ça des valeurs personnelles. Il y a aussi des valeurs éducatives. Mais nous, les spécialistes de la petite enfance, on n'est pas là pour parler de valeurs personnelles, mais bien de valeurs éducatives. Et la mort relève des valeurs personnelles, donc ne nous concerne pas du tout. Par contre, l'enfant va probablement nous poser des questions. Vous comprenez? Ben oui, un enfant, ça pose des questions. Ça veut savoir qu'est-ce qui est arrivé ou pourquoi maman ou papa pleure. C'est quoi la mort? C'est quand
on se rend compte que la mort existe dans la vie. C'est quand la première personne qui est morte que tu t'en es rendu compte que la mort, ça existait. Puis je m'excuse, mais souvent, ça arrive entre 0 et 5 ans ou entre 0 et 12 ans. Alors nous, les éducateurs à l'enfance, on n'est pas juste spécialistes du 0,5, là, qu'on se le dise. On est des spécialistes du 0,12. Parce que quand on est un éducateur qualifié, on peut aussi travailler dans les services de garde en milieu scolaire. Alors, habituellement, dans la vie d'un être humain, le premier deuil va se passer entre 0 et 12 ans. Ne serait-ce que le décès de notre premier grand-père ou de notre première grand-mère. C'est triste, ça. Le jour où on se rend compte que la mort existe, ça fait peur, ça. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi il est plus là? Il est parti au ciel. J'ai parlé avec une dame hier, une dame très gentille. Son mari est décédé. Elle le dit à son petit-fils. Son petit-fils, il a 3 ans. Ils ont dit, papy est parti au ciel. Et lui, il n'a pas pleuré. Et tout le monde se demandait pourquoi cet enfant-là pleure pas. Parce que tout le monde pleure, tout le monde trouve ça triste. Et l'enfant lui a dit, il est où papy? Il revient quand? Il revient quand? Bien, il revient quand? Mais oui, il revient quand? Il est dans le ciel. Et dis-moi, l'autre fois aussi, j'étais dans le ciel. Quand on est allé à Cuba. Oui, quand on est allé à Cuba, on va dans le ciel avec les avions. Et ensuite de ça, on revient sur Terre. Mais c'est pas le même ciel. Le ciel que sa grand-maman ou son papa ou sa maman lui a raconté, c'était pas nécessairement le ciel que lui, il pensait. Donc, c'est plein de concepts aussi pour un enfant à comprendre. C'est des concepts c'est des choses à conceptualiser. Et vous saurez aussi que dans le développement de l'enfant, cette capacité à conceptualiser les choses, ça commence avec le symbolique, donc vers l'âge de 3 ans environ. Donc, cet enfant-là de 3 ans, il est en train de réaliser que la mort, elle existe. Et que sa conception du ciel versus la conception du ciel d'une personne morte, c'est pas le même ciel. C'est toute une histoire à comprendre et à apprendre. Et plusieurs théoriciens du développement en ont parlé de la mort et plusieurs intervenants en psychologie ont essayé de travailler sur des moyens de rendre la mort un peu plus compréhensible ou un peu plus vivable pour essayer de s'en sortir. Bon, qui a parlé de ça? Élaborer la théorie des 5 étapes qu'on connaît tous, qu'on a appris. C'est les 5 étapes du deuil élaborées par Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler. Donc, ces 5 étapes-là qu'on retrouve. Par contre, aujourd'hui, moi, je ne veux pas vous parler de ces 5 étapes-là. Parce que oui, on reconnaît que ça appartient aux parents, à leur culture, d'expliquer la mort ou qu'est-ce qui arrive après. Ça va. Mais il faut savoir que la personne, elle est en détresse psychologique. Quand une personne est endeuillée, elle rentre dans une détresse psychologique. Et cette détresse-là, comme intervenant de premier niveau, nous devons l'accompagner. Nous devons être des accompagnants. Mais pour être de bons accompagnants, il faut comprendre que la personne, c'est comme des phases. Et je vais vous parler d'autres phases, de 4 phases ou de 4 étapes qui ont été repris par un psychologue que je trouve
particulièrement beau. Il est beau en plus d'être intelligent et intelligent, mais il est aussi particulièrement beau. Donc, j'aime ça en plus. Quand je vois des gens beaux et intelligents, hein, oh, on aime ça. Ben, je reste quand même hein, une personne humaine, moi aussi. Alors, il s'agit de Monsieur Robin Bordu, qui est un psychologue clinicien spécialisé dans l'accompagnement des personnes en deuil. Et lui, il dit que avec toute son expertise, et moi j'aime ça les gens qui ont de l'expérience dans le métier et qui ont fait des apprentissages avec les théories existantes et qui décident de porter certaines modifications. Et ces modifications-là, je les trouve tellement pertinentes et intéressantes que j'ai décidé de vous les partager. Alors, voici les 4 étapes du deuil, élaborées par Romain Bordu, très beau psychologue clinicien spécialisé dans l'accompagnement des personnes en deuil, enseigné par Madame Julie, clown pédagogue de la petite enfance du Québec. OK, alors on y va. Pour bien accompagner les personnes endeuillées. Fait que là, ça peut être qui les personnes endeuillées? Ben, ça peut être toi, la personne endeuillée, ça peut être ta collègue de travail, la personne endeuillée, ça peut être ta directrice d'installation, la personne endeuillée, ça peut être ta voisine, ça peut être n'importe qui, ça peut être l'enfant dans ton groupe, ça peut être le parent et l'enfant, le parent, l'enfant et le grand-parent, ça peut être tout ce beau monde-là. Et désolé les amis, mais la mort est quelque chose d'inévitable, alors pourquoi pas écouter ma petite vidéo. Alors, selon Monsieur Bordu, la première étape, OK, que l'être humain endeuillé aurait à passer, c'est celle-ci. La phase de sidération, de choc. Je ne peux pas y croire. C'est impossible. Non, cette personne n'est pas morte. Je peux pas croire. Non, c'est pas vrai. Pas ma grand-mère, pas mon grand-père, pas ma tante, pas mon oncle, pas mon petit bébé, pas ma fille. Tu peux pas. Comprenez-vous, c'est le choc. OK? Là, c'est le choc. OK? C'est une sensation de panique. OK? Je panique. C'est irréel. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il soit mort. C'est impossible. Le temps semble s'arrêter. Vous avez l'impression de vivre dans un cauchemar. Vous comprenez? La phase de sidération, de choc. Première étape. Deuxième étape. La phase de recherche. Nous sommes confrontés à l'abandon de l'être aimé. Je vais essayer de rapprocher puis de me mettre plus droit. Tout nous fait penser à l'être cher. Tout. Je regarde dehors, je pense à elle, je pense à lui. Tout me fait penser. On ressent un vide immense. On le voit partout dans notre imagination, c'est inconscient. On l'entend partout dans notre imagination, c'est inconscient. On le sent partout dans notre imagination, c'est inconscient. On le cherche partout, mais on ne le trouve pas. Troisième phase. La phase de désespoir et de désorganisation. On ressent un vide définitif, permanent et irréversible. Ce vide immense se transforme en vide encore plus grand. Certaines personnes peuvent avoir un état dépressif. Ce n'est pas une dépression, c'est plus court. OK, il faut faire attention parce que ces personnes-là sont vulnérables au niveau de leur santé et de leur sécurité. Alors, on doit être vigilant pour les enfants, pour leurs parents, pour nos collègues, pour tout le monde. Parfois, il y a un sentiment de régression chez la personne, de se sentir inférieure.
de se sentir plus importante pour la société ou pour la vie, de vouloir elle aussi rejoindre l'être cher. Et ça, il faut pas. La personne va souvent utiliser des mécanismes de défense plus ou moins sains pour elle ou pour lui. Souvent, ces mécanismes ou ces moyens de défense vont servir à engourdir, à évanouir, à essayer d'effacer la peine. La personne, alors, est vraiment dans un état de désespoir profond. C'est un bobo. On se rend compte qu'on a un bobo qui saigne. Un bobo qui saigne beaucoup puis qui fait mal. Puis, tout à coup, on se rend compte que notre bobo, qui est dans le fond une cicatrice, commence à guérir. Tu sais, les gales, on peut expliquer ça comme ça aux enfants. Tu connais les bobos, les gales? Ben, à un moment donné, ça commence à faire une gale. Ça l'arrête de saigner tout à coup, puis ça commence à guérir. C'est une cicatrice. Ça fait une cicatrice. Ça saigne, puis à un moment donné, ça commence à guérir. Quatrième phase, la phase de reconstruction et d'acceptation. Alors, c'est notre désir de vivre à nouveau dans le monde. C'est qu'à un moment donné, le bobo, il fait une gale, et là, la gale, elle commence à nous piquer, là, ça fait de moins en moins mal. On dirait que c'est en train de guérir. Puis là, ça fait une gale, puis après ça, ça va faire comme une croûte sur la gale, hein? Vous connaissez, là, ça commence à piquer, puis là, on se gratte, là. Puis après ça, ben, la gale s'en va, tranquillement. Puis ensuite de ça, on voit qu'on a de la peau en dessous. On a commencé à guérir encore plus. Puis dans le fond, des fois, on garde cette cicatrice-là toute notre vie. Parce que des fois, c'est un gros bobo. Alors, l'importance pour certaines choses peuvent changer. Certains objets, certains lieux, certains souvenirs, certaines valeurs peuvent changer suite au décès d'une personne importante pour vous. La personne endeuillée portera toujours cette cicatrice en elle. Vous devez vous rappeler que plus une cicatrice est grande, plus vous avez de la chance. Parce que ça veut dire que vous avez été beaucoup aimé d'un amour inconditionnel par cette personne-là. Vous avez beaucoup de chance. Il y a des gens probablement peut-être qui n'auront jamais cette chance d'avoir été aimés comme ça. Alors, cette personne vous a donné, et là c'est important de le voir, Madame Julie, avec votre dyscalculie puis toutes vos affaires, l'amour inconditionnel, c'est ça le plus beau cadeau de la terre. L'amour inconditionnel, c'est un besoin, pyramide de Maslow. C'est tout ce que vous avez besoin pour vous construire une estime de soi positive. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on avait de la chance de pleurer, c'est qu'il faut donner cet amour-là au suivant. Tout le monde, s'il vous plaît, je vous en supplie, aimez-vous les uns les autres. Je vous aime. Merci de m'avoir écouté. Et je suis de tout mon cœur avec tous les endeuillés du monde. Je vous aime. Je t'aime, mon petit pipi. Maman t'aimera toujours de tout son cœur.